À quoi tu penses, une émission proposée par Marion Richer et Antoine Hamrel et réalisée dans les studios de RCF Sarthe par Mathieu Goualard. Ne dit-on pas fréquemment que les mots sont des armes ou que les mots tuent ? Dans le discours de propagande, il y a assurément une prise en compte de ce pouvoir puissant et dévastateur. Avec l'instrumentalisation du langage, on commence par faire violence aux mots pour, in fine, porter atteinte aux personnes et à certaines catégories de personnes. Ainsi, les discours qui ont précédé l'apocalypse que représentent les deux conflits mondiaux au XXe siècle sont-ils riches en enseignements. Pourtant, ces discours qui pourraient nous paraître à première vue circonstanciels n'en finissent pas de ressurgir. Plus dangereusement encore, il semble que notre expression, même la plus quotidienne et banale, est encore aujourd'hui infectée par le poison qui a alors été instillé en elle. Comment s'opère cette manipulation des mots et par les mots ? Quelles réminiscences en retrouvons-nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'un discours meurtrier ? Quels antidotes sont à notre disposition ? Voici quelques-unes des questions qui vont nous intéresser au cours de cette émission. Alors, pour introduire un peu notre réflexion, nous allons évoquer la figure de Victor Klemperer, qui est un grand linguiste qui a travaillé plus spécifiquement sur la langue du régime hitlérien et qui a publié l'ouvrage qui s'appelle LTI, la langue du Troisième Reich. Donc on retrouve cette idée dont on parlait dans la précédente émission, LTI, on retrouve cette espèce d'acronyme en fait qui témoigne aussi d'une certaine forme de chosification de la langue et du langage. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste exactement cet ouvrage et qui était Klemperer et pourquoi son approche est vraiment intéressante et novatrice par rapport au langage ? Là, dans cette émission, on est vraiment en train de creuser vraiment précisément en quoi la langue manipule vraiment les consciences à grande échelle. Et Victor Klemperer, son travail est extraordinaire. Il était philosophe juif allemand qui a subi donc de plein fouet les restrictions et qui finalement au départ, comme nous peut-être aujourd'hui, parfois on a envie de se couper un petit peu de l'extériorité, de rester dans sa tour d'ivoire, de protéger son jardin secret. Sauf que ça lui a pas été possible. Donc lui aussi ne voulait plus en entendre parler des affiches, du langage, des uniformes bruns, des drapeaux, des bras tendus. Il se réfugiait, il s'absorbait dans son travail comme tout intellectuel et tentait de le faire par des temps si durs. Et pourquoi est-ce qu'il se serait empoisonné davantage en lisant des écrits nazis ? Déjà que ça, c'était omniprésent. Puis il s'est passé quelque chose, tout simplement, il fut sous le coup de l'interdiction de fréquenter les bibliothèques, donc son outil de travail lui a été retiré. Et à cause de ça, il a fini par accepter ce contre quoi il luttait depuis le départ, qui était cette laideur de la langue, de la novlangue nazie, toute cette hideur, cette grossièreté rigide qui envahissait tout et contre lequel il essayait de protéger son espace de réflexion. Il a fait de cette langue du temps son intérêt favori. Et puisqu'il n'avait plus de quoi lire, il a tendu ses oreilles, il a été attentif à la langue, comment est-ce que ça parlait partout, dans la rue, dans les commerces, entre amis. Et qu'est-ce que voulait dire, qu'est-ce que charriait cette langue ? Il a petit à petit analysé chaque mot, les expressions récurrentes qui revenaient, même chez les Allemands qui n'étaient pas nazis, mais qui s'étaient fait infecter par cette langue, parce que c'était une langue quotidienne, diffusée à grande échelle, et qu'on ne pouvait pas s'empêcher de parler comme eux, sans comprendre en fait la charge destructrice de ces mots. Donc il y a un travail de recension à la fois et d'analyse. Tout à fait, un journal de la langue du Troisième Reich qui magnifique, de toutes petites choses, analyse par exemple du mot fanatisme. Le mot fanatisme qui, exactement comme dans le texte d'Orwell de la précédente émission, le parti a décidé que être libre c'est l'esclavage. Et pareil, le parti a décidé que l'héroïsme c'était le fanatisme. Et donc petit à petit, à force d'entendre dire dans un contexte qui voulait dire héroïque, d'entendre dire le mot fanatique est devenu le mot absolu, le mot à la mode, le mot qu'il fallait dire pour exprimer ce que c'était qu'un vrai Allemand, un Allemand héroïque. Par exemple, dans la langue du Troisième Reich, donc Klemperer raconte comment il va voir une amie, donc Elsa, qui est une femme juive allemande, extrêmement cultivée, et qui lui exprime son dilemme entre le souci d'élever vraiment ses enfants dans la foi juive orthodoxe et en même temps son désir de transmettre la grande littérature allemande. Et donc elle lui dit, ils doivent lire Goethe comme la Bible, ils doivent être des Allemands fanatiques. Et là, il était là le coup au visage. Que doivent-ils devenir, Madame Elsa ? Des Allemands fanatiques, tout comme moi. Seule la germanité fanatique peut laver notre patrie de la non-germanité actuelle.
Donc là, son ami utilise le langage, la langue de l'ennemi, la langue du vainqueur. Elle se l'approprie sans en percevoir, sans en déceler la charge destructrice. Donc il essaie de lui expliquer, ne savez-vous pas que ce que vous êtes en train de dire, ne savez-vous pas que fanatique est allemand, etc. Ne savez-vous pas que vous parlez la langue de votre ennemi mortel, et qu'ainsi vous vous avouez vaincu, et qu'ainsi vous vous livrez. Si vous ne le savez pas, vous qui êtes une femme lettrée, qui donc le saura ? Donc au départ, elle s'excuse parce que comme ces occurrences de mots qu'on emploie sans s'en apercevoir, comme nous on est vraiment dans la métaphore robotique tout le temps, donc on les emploie, et puis si quelqu'un nous fait remarquer, c'est vrai. Et puis à force, il lui fait remarquer une deuxième fois, parce qu'elle a réutilisé ce mot-là, elle finit par perdre patience et le traiter de puriste, d'intransigeant, de fanatique. Et cette femme-là, le tragique, c'est que cette femme-là sera déportée. Donc, comme dit Klemperer, la langue du vainqueur, on ne la parle pas impunément, on la respire autour de soi et on vit d'après elle. Alors, on va écouter justement un extrait de cet ouvrage LTI, la langue du Troisième Reich, donc qui est écrit en 1946. Quel fut le moyen de propagande le plus puissant de l'hitlérisme ? Étaient-ce les discours isolés de Hitler et de Goebbels, leurs déclarations à tel ou tel sujet, leurs propos haineux sur le judaïsme, sur le bolchevisme ? Non. L'effet le plus puissant ne fut pas produit par des discours isolés, ni par des articles ou des tracts, ni par des affiches ou des drapeaux. Il ne fut obtenu par rien de ce qu'on était forcé d'enregistrer par la pensée ou la perception. Le nazisme s'insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s'imposaient à des millions d'exemplaires et furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. La langue ne se contente pas de penser à ma place, elle dirige aussi mes sentiments, elle régit tout mon être moral, d'autant plus naturellement que je m'en remets inconsciemment à elle. Et qu'arrive-t-il si cette langue cultivée est constituée d'éléments toxiques, ou si l'on en fait le vecteur de substances toxiques ? Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. Si quelqu'un, au lieu d'héroïque et vertueux, dit pendant assez longtemps « fanatique », il finira par croire vraiment qu'un fanatique est un héros vertueux et que sans fanatisme, on ne peut pas être un héros. La langue nazie renvoie pour beaucoup à des apports étrangers et pour le reste, emprunte la plupart du temps aux Allemands d'avant Hitler. Mais elle change la valeur des mots et leur fréquence. Elle transforme en bien général ce qui jadis appartenait à un seul individu ou à un groupuscule. Elle réquisitionne pour le parti ce qui, jadis, était le bien général et, ce faisant, elle imprègne les mots et les formes syntaxiques de son poison, elle assujettit la langue à son terrible système, elle gagne avec la langue son moyen de propagande le plus puissant, le plus public et le plus secret. Pour moi, ce texte n'est pas sans faire écho à un précédent texte qu'on a entendu dans notre émission consacrée à la vérité, le texte d'Alexandre Koyré, où il était donc question de la vérité, mais aussi question de la propagande et de la production du mensonge à échelle industrielle et de manière très générale, jusqu'à faire douter de ce que pouvait être la vérité et faire du mensonge une vérité. On retrouve un petit peu également cette idée dans ce texte et dans cette appréhension du rapport justement à la langue, à l'usage qui en est fait et à sa dénaturation en fait. Il rajoutait des éléments, aussi d'autres éléments de compréhension qui sont le côté non conscient de l'affaire, que c'est comme cette femme Elsa ou comme tous les Allemands, tous ceux qui écoutaient ces discours-là à longueur de journée, c'est que ça vient s'insinuer sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on se rende compte. C'est un peu l'adage qui dit à force de hurler avec les loups, on finit par en être un, à force d'emprunter telle forme, on finit par devenir le contenu. C'est un peu ça, c'est le côté on réagit au milieu, quoi. Tout à fait, on se laisse... par capillarité. On n'est pas hermétique. Et donc, quand vraiment il pose la question, est-ce que c'était les discours, les grands discours on disait après dans les journaux, l'extrait a été coupé, que tout le monde avait été très attentif, alors que lui, Klemperer, voyait bien que quand il y avait les discours à la radio ou dans un café, personne n'écoutait, ils jouaient aux cartes. Et puis il disait aussi, la plupart ne comprenaient pas vraiment.
Donc c'est pas vraiment quelque chose de conscient, ce ne sont pas des idées. J'ai écouté tes idées, elles étaient bonnes, elles étaient justes. Et donc c'est je pas suis. ça. Me suis ralliée dans un acte conscient parce que je suis d'accord avec ça, je suis convaincue qu'il y a peut-être eu certaines personnes qui ont fait ça. Mais la dimension massive, comme vous disiez, le fait que ce soit des millions d'âmes de conscience qui ont été infectées et qui ont été prises par cela, c'est par un processus beaucoup plus pernicieux en fait. Le plus secret, le moyen le plus puissant, le plus public et le plus secret. C'est extraordinaire ce paradoxe. C'est à la fois, c'est partout, la langue est partout, comme vous disiez dans l'introduction, on parle tout le temps, on s'en rend même plus compte, c'est tellement... Et donc c'est le plus public, c'est le plus puissant et c'est le plus secret. On ne se rend plus compte à quel point la langue elle est tellement intime à nous-mêmes, à notre pensée, que si on touche à la langue, on touche à notre être, peut-être le plus profond, notre conscience. Et donc c'est l'image, ce texte est très connu, c'est l'un des textes les plus connus de ce journal, l'image de l'arsenic. Oui, c'est très parlant, cette idée du poison, quelque chose qui se distille. C'est ça, à des doses très minuscules, on finit par on va le dire mot une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis au bout de 10-20 fois, au bout de plusieurs années où on vit dans ce milieu-là, on finit vraiment par croire que fanatique veut dire héroïque et vertueux. Et peut-être, on verra des occurrences actuelles pour montrer à quel point c'est pas du tout quelque chose qui appartient à la Seconde Guerre mondiale, mais qu'on vit en plein dedans. Mais on voit aussi à quel point, par exemple, le vocabulaire mécanique, toutes les métaphores mécaniques, mécanistiques qui font de l'homme un robot, ou la dimension de sentiment tout à fait exclue, on l'emploie parce que c'est le langage du moment, parce que la vérité et l'objectivité vont de ce côté-là. Quel est le pas de plus de là à dire qu'il n'y a pas de différence entre un homme et un robot, voire qu'un robot est bien mieux qu'un homme, bien plus performant. Moi, j'ai aussi relevé une citation de Goebbels qui illustre totalement pour moi le texte qu'on vient d'entendre, et où il dit qu'à force de répétition et à l'aide d'une bonne connaissance du psychisme des personnes concernées, il devrait être tout à fait possible de prouver qu'un carré est en fait un cercle. Car après tout, que sont carré et cercle ? De simples mots. Et les mots peuvent être façonnés jusqu'à rendre méconnaissables les idées qu'ils véhiculent. Donc pour moi, c'est aussi de manière très condensée un résumé vraiment de ce qui est exprimé dans le texte de Klemperer. Alors on a vu que dans le cadre du régime nazi, donc il y a eu un usage et un rapport au langage tout à fait particulier, et une manière totalement biaisée également. On pouvait espérer qu'un tel rapport finalement au langage soit révolu et que l'histoire nous ait appris quelque chose, ou en tout cas nous ait appris à nous défier d'un certain nombre de choses et de certains dévoiements. Pourtant, on constate qu'il n'en est rien, ou presque. Aujourd'hui encore, finalement, le langage se trouve imprégné ou empoisonné, comme le disait Klemperer. Je disais aussi en introduction qu'il ne s'agit pas d'une parenthèse dans l'histoire, mais vraiment d'un processus de corruption néfaste qui continue à infecter, qui continue à produire des discours meurtriers. Alors ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir justement à travers quelques exemples, selon vous, et déjà comment on pourrait définir un discours meurtrier, et puis ensuite de voir quelques exemples dans notre monde contemporain. Oui, tout à fait. Avant cela, je voulais aussi quand même revenir sur l'héritage du nazisme. Effectivement, les conséquences du nazisme sont encore actuelles. Il faut avoir l'honnêteté, le courage de voir à quel point notre monde est totalement imprégné de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, sans même qu'on le veuille, quelle que soit notre bonne volonté. La postface du journal de Klemperer, la postface d'Alain Brossat, est édifiante à ce sujet. Il écrit « Aucun tribunal de Nuremberg ne viendra statuer sur l'affaissement et le déni d'humanité qui se produisirent au cœur de la langue, dans l'épaisseur des mots qui pensent, ou plutôt dépensent tout seuls et pourrissent les cerveaux. » On a finalement fait des procès pour les criminels de guerre, on a érigé le concept de crime contre l'humanité, mais on a laissé passer les dégâts de la langue, on a laissé courir la langue. La langue a été abîmée pour toujours. Il y a une image aussi dans Klemperer qui dit que certains mots, en fait, ont tellement été détruits qu'on peut même plus les toucher. Il faut qu'on les laisse un peu comme dans une coutume juive. Il faut les enterrer dans la terre et les laisser pendant des décennies pour que éventuellement ils puissent renaître un petit peu. Alors, on est héritier dans notre langue de cette déshumanisation. Il faut vraiment en prendre conscience. Et on est héritier à plein. On vit pleinement dans la déshumanisation actuellement. C'est ce qu'exprime aussi l'historien Johann Chapoutot, en fait, dans un ouvrage qui s'intitule Libre d'obéir. Libre d'obéir, voilà. Dans cet ouvrage, en fait, il fait un peu un parallèle. Alors, il a été critiqué, mais je trouve que son analyse est quand même intéressante et
permet de comprendre aussi comment se sont instillés certains réflexes ou certaines mentalités. Il explique dans cet ouvrage, pour faire court, que des cadres du régime ont trouvé à se recycler après-guerre ou à recycler leurs idées dans le domaine du management. Et parce que c'était dans le cadre de l'État totalitaire allemand, il y a une sorte de rationalisation, une sorte de super organisation, et que donc toutes ces idées vraiment d'organisation se sont décalquées, se sont réincarnées dans le domaine du management. Donc ils ont trouvé à faire carrière et à faire prospérer leurs idées, des idées qui finalement continuent aujourd'hui à animer des logiques et des rapports humains et des logiques de management contemporains. Tout à fait. Johan Chapoutot s'en explique dans l'intro. Il dit attention, je n'ai pas dit que le management était nazi, ni que, mais il y a quand même une filiation. Il y a quand même une filiation. Et donc, il décrit cette façon qu'a eu, avec finalement peu de moyens, comment le Troisième Reich a eu un empire aussi immense, comment il a géré un empire aussi immense. Ça, on se reconnaîtra, les personnels du service public aussi se reconnaîtront. On a donné. Donc, vous avez peu d'argent, mais débrouillez-vous avec le peu que vous avez pour faire le mieux que vous pouvez. Donc, cette injonction contradictoire. Comment faire au mieux sans moyens. C'est ce qu'exprime le titre, à la fois libre d'obéir, et l'idée c'est qu'il incombe à chacun sans moyen de réaliser les objectifs qui sont fixés. Donc il y a des objectifs, mais il n'y a pas de moyens. Exactement. Et dans cette introduction, il rappelle effectivement qu'il y a des tournures qui sont extrêmement courantes aujourd'hui, qui viennent des discours du nazisme, par exemple l'homme performant ou le perdant, qui revient au loser actuel. Tellement aujourd'hui, l'humanité est dans la logique marketing contemporaine. Il y a deux catégories d'humanité. Il y a les perdants et les losers. Le winner et le loser. Tout à fait. Et on voit ça vraiment à plein dans un texte terrible de La Grève de Ayn Rand, l'un des livres de chevet de Donald Trump, où il y a vraiment une mystique du gagnant, de celui le grand industriel qui va élever l'humanité vers la construction des grands trains, puis les losers, ceux qui n'ont pas une grande vision ni cette intelligence. Donc tout ça c'est extrêmement plaisant encore. Dès qu'on admet qu'un être se dévalorise parce qu'il a manqué de performance, on est dans le nazisme, on est dans l'héritage du nazisme, on est dans cette dévalorisation. Et c'est actuel, c'est tout le temps, c'est partout. C'est dans les publicités, c'est dans le langage, c'est dans les injonctions des patrons, c'est dans la façon dont ces jugements sont intériorisés par les sujets aujourd'hui. Alors, peut-être pour revenir à la question du discours meurtrier à proprement parler, comment on pourrait le définir ? Alors, il y a un texte... Alors plutôt des actes des colloques. Vous savez, les colloques de Cerisy, c'est des colloques de chercheurs extrêmement variés. Il y a eu tout un groupe de sociologues qui se revendiquent de l'héritage de Victor Klemperer aujourd'hui et qui font un travail extraordinaire pour actualiser justement le souci de Klemperer d'identifier le pouvoir destructeur de la langue, donc, et de voir ce que ça donne aujourd'hui. Donc je cite cet acte... C'est les discours meurtriers aujourd'hui, dirigés par Béatrice Turpin, Gabriela Patigno-Lacatos et Laurence Aubry. Donc c'est le deuxième opus. Il y avait aussi un premier opus sur les discours meurtriers. Donc c'est toute une série d'articles de sociologues, de philosophes sur le discours meurtrier. Dans ce texte, on mettra les références pour le site internet, il y a la définition d'un discours meurtrier. C'est précis. Un discours meurtrier, c'est un discours qui est séducteur, voire sidérateur. Un discours sidération, c'est vraiment, il nous suspend notre pensée, il nous arrache à nous-mêmes. Qui nous empêche de penser. Ouais. C'est un peu quand on voit certains clips, comme par exemple le clip de la musique qu'on a mis dans la première émission, il y a quelque chose de la sidération. Notre monde nous sidère, la télévision est sidératrice, tellement elle est parfois stupide, mais aussi... L'image. Tout à fait. Donc l'image aussi fait partie du discours, on terminera là-dessus. C'est un discours séducteur, voire sidérateur, qui suscite l'exaltation des foules. Il y a toujours l'idée qu'on s'adresse à des foules, à des masses, et non pas à l'être, à la personne dans ce qu'elle a d'intime et d'unique. En créant, alors comment marche le discours meurtrier ? Il fonctionne sur le nous et le vous, sur le nous et le eux, et nous sommes ensemble. Donc ce discours meurtrier va créer une communauté factice de frères et de camarades qui vont avoir chaud tous ensemble dans cette petite communauté qui va fabriquer pour eux un discours. Et cette communauté va s'opposer à un autre groupe identitaire clairement diabolisé. Nous, eux. À chaque fois dans les discours qu'on a, dans les discours politiques, dans les émissions, des informations en continu, où on a des intervenants qui disent « eux », qui parlent de personnes à la troisième personne du singulier du pluriel, attention, il y a déjà à l'œuvre cette division qui fait qu'on est dans le discours meurtrier,
métaphorique ou pas, puisque les conséquences politiques sont terribles pour les personnes qui en sont affectées. Donc on constate, c'est donc un discours manipulateur qui s'adresse faussement à la raison, mais qui comble des vides affectifs et métaphysiques, existentiels, sur qui suis-je, à qui, comment puis-je agir, comment puis-je trouver un absolu, qui incite clairement au meurtre, de façon directe ou métaphorique. Et donc les langages directs, actuellement, c'est le djihadisme, mais le langage métaphorique, il ne faut absolument pas le nier. Il est présent partout. Et le langage marketing en est un. Donc c'est une diffusion à l'échelle massive. On ne peut pas, il est tellement partout qu'on ne peut pas y échapper. C'est impossible. Donc les discours meurtriers, je parlais des discours djihadistes, donc ceux qui sont vraiment littéraux. Le discours des Khmers rouges, les discours incitant au meurtre dans le génocide du Rwanda. Comment est-ce que du jour au lendemain, mon voisin est venu à me traiter de cafard et à m'assassiner? C'est les discours qui ont pu rendre possible cela. Mais aussi les discours de Saint-Just à la Révolution, les discours nazis. Et aujourd'hui, les discours racistes, comme cette fameuse théorie du grand remplacement, sont des discours meurtriers. Ils rentrent pleinement dans ce type de discours. Et au niveau métaphorique, tous les discours de marchandisation où l'humain n'est plus qu'une ressource à exploiter. C'est quand même le cabinet ou le bureau où vont les employés pour essayer d'être valorisés, s'appelle le ressources humaines, directeur de ressources humaines, DRH. Donc nous ne sommes plus donc que des ressources et non plus des personnes. Seule la personne a une valeur absolue. Une ressource, c'est un moyen, c'est un outil. Donc à partir de là, le ver est dans le fruit. Le mépris et la déshumanisation et la souffrance du monde du travail, ça vient de là directement. Mais par contre, voilà, les discours meurtriers indirects, parce que ce serait trop facile de dire « Ah oui, mais attention, seuls ceux qui incitent directement au meurtre sont meurtriers ». Pas du tout. Le sociologue Dominique Bourdin constate que le discours de la Commission européenne de 2018 était un discours meurtrier indirect. Donc ce discours qui... il voit une similarité d'ailleurs entre les accords d'Évian de 1938 et ce discours de 2018, où le Conseil européen confirme une stratégie pour la question migratoire, une stratégie de l'externalisation, où on confie à des États tiers qui ne reconnaissent pas le droit d'asile la tâche de statuer sur les demandes de protection des étrangers. Autrement dit, on envoie à la mort des personnes sous des dehors humanistes. Donc c'est ça le problème de notre temps, c'est qu'il y a toujours un petit apparat humaniste de bonne volonté, avec des beaux mots, c'est joliment écrit. Sauf que le résultat est le même, ce sont des discours qui organisent l'exclusion. Aujourd'hui, évidemment, c'est la question migratoire, aussi brassée par ces théories du grand remplacement, etc., qui agitent la peur. C'est les migrants, les personnes qui demandent à rentrer sur le territoire européen pour des raisons humaines, pour des raisons dramatiques. Ce sont elles qui sont visées par ce meurtre indirect à grande échelle, puisque c'est l'Europe qui l'organise, ce sont nos États qui l'organisent. Et que du coup, c'est le civil qui réagisse en affrétant des bateaux Ocean Viking, par exemple. Il y a d'autres types de discours meurtriers, parce qu'il y en a beaucoup, indirects. Ce sont par exemple les commentaires haineux, qu'un autre sociologue a décrit sur le net. D'autres, mais pour revenir plus directement, il y a 2 discours meurtriers omniprésents aujourd'hui. Ce sont les réseaux sociaux. Ce sont des discours meurtriers. Facebook se décharge dans ces conditions générales des responsabilités. Sauf que ce que constatent ces sociologues, c'est le dessèchement de mots essentiels, comme les mots essentiels qui sont vidés de leur contenu. Ami ne veut plus rien dire. Partage ne veut plus rien dire. Aimer ne veut plus rien dire. Vie privée ne veut plus rien dire. Passion ne veut plus rien dire. Bien-être ne veut plus rien dire. Dans ce marketing de soi-même auquel on est poussé aujourd'hui, extrêmement, il y a tout ce qui fait l'essentiel de l'humanité est détruit. Le premier discours meurtrier indirect, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aussi, les réseaux sociaux servent de chambre d'écho. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a toute une haine et donc un discours d'une très très grande violence qui se donne à entendre. Et en même temps, ce ne sont pas nécessairement ces gens-là qui passent à l'acte. Alors, tout à fait, c'est ce que disait Fred Eylon. Il y a donc un défouloir, la haine, les discours, les commentaires, puisqu'il n'y a personne en face donc on se décharge. Mais il y a aussi tout ce pour ceux qui n'auraient pas idée de mettre un discours haineux, il y a vraiment qu'est-ce que c'est qu'un partage, qu'est-ce que c'est qu'un like, toutes ces choses-là qui sont autre chose que les discours haineux et qui sont vraiment destructeurs sans même qu'on s'en rende compte. Et on va devoir terminer rapidement, mais il y a aussi les images qui sont meurtrières. Et notamment, il y a toute une analyse dans ce texte de ces séries diffusées à grande échelle. Tout le monde connaît la série Dexter, par exemple. Qui mettent en scène les meurtres de manière... Tout à fait. C'est Gabriela Patigno-Lacatos, dans un article effroyable, glaçant, montre à quel point ce genre de série anodine, que tout le monde regarde comme ça, comme un divertissement, en fait, est une promotion du meurtre, du bon meurtre.
et du mauvais, de celui qui mérite d'être tué. Et donc, il y a on vit dans un univers qui est délétère. Comment est-ce qu'on s'en sort ? Comme Klemperer, en fait, il y a 3 solutions et il n'y a pas de solution courte. C'est vraiment revenir à la lenteur de la pensée. Penser pour Klemperer, c'était rectifier lentement ce qui se lit et s'entend. Et systématiquement. Et systématiquement et patiemment. C'est vraiment la métaphore de la dentelière et de l'escargot. Il nous faut être dentelier et escargot si on veut survivre intellectuellement et humainement dans ce monde. Rectifier lentement ce qui se lit et s'entend. Il y a une deuxième solution qui est revenir à la dimension relationnelle d'une pensée incarnée. On s'adresse à quelqu'un, supprimer à un être, supprimer les oppositions abstraites et revenir à la personne. Et puis la dernière solution, c'est retremper sa langue, enterrer ça. Comme disait Klemperer, on enterre certains mots. Nous, on ne va pas les enterrer, mais on va quand même les entourer de silence. On va retremper notre langue abîmée dans le silence et à défaut dans la langue des grands auteurs. Et tout ce qui est artificiel, manipulé, tombera de lui-même. Et là, on revient à Jaurès dont on parlait au tout début. Tout à fait. Alors c'est la fin de cette émission et de notre réflexion consacrée à la langue, que nous avons observée comme une puissance émancipatrice ou comme un outil subversif susceptible de corrompre la pensée. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour 2 nouveaux épisodes d'À quoi tu penses. À bientôt.